Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, avec les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France aussi, et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, cette première partie dans un instant avec le JT des territoires, et puis à 8h après la météo, l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau, c'est Florian Philippot, le président des Patriotes et député européen. Voilà, tout de suite on va se retrouver pour le JT des territoires dans un instant. À tout de suite. On commence ce journal avec le monde de la justice qui se mobilise suite à un appel national. Juges, avocats et greffiers se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance d'Épinal pour dénoncer les orientations d'une prochaine réforme obéissant à des objectifs comptables, disent-ils, et faisant craindre des suppressions de juridictions à l'échelle régionale. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y était. Parce que chaque citoyen a été, est ou sera un jour confronté à la justice, l'Union des jeunes avocats se mobilise pour défendre vos droits et garantir l'accès de tous à la justice. Des magistrats, des greffiers, des avocats aux marches du palais ce jeudi à Épinal, à l'appel d'une mobilisation nationale et qui font ce constat. La justice française est en piteux état, accusée d'être lente mais submergée par le travail, avec un manque de moyens récurrent. Au tribunal de grande instance d'Épinal, quelques exemples, 3 juges du siège manquent à l'appel, 2 magistrats au parquet, 4 greffiers également. Pour le département, c'est un seul juge en charge de 1000 tutelles et 2 postes et demi de magistrats aux affaires familiales. Les gens de justice sont des gens consciencieux. Le travail se fait, il se fait dans des conditions de plus en plus désastreuses, avec des personnels parfois au bord de la rupture, parce que la masse de travail est considérable et que fort légitimement le justiciable attend de nous des réponses correctes en temps et en heure. Le gouvernement dit ne vouloir supprimer aucune juridiction, mais une réforme se prépare pour le printemps sans véritable concertation, dénoncent les intéressés. Une carte judiciaire qui ne concernerait pas les Vosges, mais par ricochet éloignerait encore le citoyen d'une justice que l'on veut soi-disant de proximité. Depuis des mois et des mois, le ministère nous indiquait qu'il n'y avait pas de carte judiciaire et aujourd'hui on se rend compte finalement qu'il y en a une. Nous savons que probablement, il n'y aura plus qu'une seule cour d'appel par grande région. Nous avons eu 7 juridictions supprimées lors de la dernière réforme de la carte judiciaire, donc nous savons ce que c'est que de voir le juge s'éloigner. La garde des Sceaux veut simplifier les procédures, accentuer la transformation numérique, mais à Épinal, les systèmes sont obsolètes. C'est-à-dire que nous avons des logiciels anciens, poussifs, et puis surtout nous ne sommes pas informatisés pour une justice du 21e siècle. Les réquisitions ne manquaient pas pour dénoncer des objectifs purement gestionnaires. Une justice française au regard d'autres pays européens à la peine. En France, il y a moins de magistrats par habitant qu'en 1840. On part pour la Bretagne. Ils se battent pour obtenir une solution d'accueil pérenne pour leurs enfants. Sur la région, on estime à 536 le nombre de jeunes adultes handicapés concernés par l'amendement Creton, du nom de l'acteur Michel Creton, très engagé dans ces combats. Ce dispositif, pris en 1989, permet aux jeunes de plus de 20 ans de rester dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants, dans l'attente d'obtenir une place dans un établissement pour adultes. Une solution provisoire qui soulève d'autres problématiques. Explication avec Karine Chevrelier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Marie-Noël et Marie-Hélène gardent le sourire et pourtant c'est un profond désarroi que les 2 mamans expriment aujourd'hui. Leurs enfants, François et Johan, ont plus de 20 ans mais sont toujours dans un institut médicalisé pour enfants. L'amendement Creton leur permet d'y rester en attendant une place dans un établissement pour adultes. Nous, on est, en ce qui nous concerne, pour le maintien à domicile, tout en ayant un pied à l'extérieur, d'où l'accueil de jour qu'on demande. Johan, aujourd'hui, il a 24 ans, il devrait intégrer une masse. Et il n'y a pas de place de créer dans ce sens-là.
En Bretagne, de plus en plus d'instituts pour enfants voient donc le nombre de jeunes de plus de 20 ans augmenter. Ici, sur les 45 enfants présents, une dizaine sont concernés. Ils restent dans des établissements d'enfants et qu'on le veuille ou non, ce sont des adultes, donc même si au niveau psychologique ils n'ont pas la maturité de d'autres adultes de leur âge, il n'empêche qu'il y a un décalage qui se fait. Et ça, c'est regrettable quand même au bout d'un certain temps, notamment. Autre problématique posée par les amendements Creton, et pas la moindre, la place accordée aux plus jeunes qui attendent d'intégrer un établissement médicalisé. Je pense à tous les petits derrière qui attendent et qui ne peuvent pas y entrer. Et je pense à mon fils aussi qui a peut-être un peu envie de changer, parce qu'il y est depuis l'âge de 3 ans quand même. Donc il a peut-être un peu envie de changer d'espace, de copains, enfin voilà. Là, on tourne en rond. Pour moi, l'amendement Creton est bien, mais il a ses limites. Pour alerter sur cette situation, les deux mamans ont donc créé un collectif de parents pour l'accueil des jeunes handicapés de 20 ans et plus. Des parents qui souhaitent pour certains des places en internat, mais aussi la création de places en accueil de jour. Voilà, on va y voir clair maintenant. La manufacture Mosellane Mont-Royal est spécialisée dans la fabrication de verres ophtalmiques. 2000 verres sortent de leurs ateliers tous les jours. L'entreprise existe depuis 80 ans et allie modernité et savoir-faire artisanal avec ses 46 salariés. Arnaud Caël pour Mirabel TV s'y est rendu. Marie-Claude a 20 ans de maison. 20 ans qu'elle participe à la réalisation de verres ophtalmiques Mont-Royal. Nous voici dans l'atelier coloration. C'est l'une des dernières étapes de conception des verres, après l'usinage ou encore la pose du vernis. Ici, ils sont plongés pour une durée bien définie dans des bacs de peinture que les coloristes ont préparés à partir des couleurs primaires. Voilà, ce verre il sera dedans pendant 20 minutes et si après ces 20 minutes, comme là, il y a un chrono. Tous les verres sont chronométrés, sinon on ne pourrait pas s'en sortir. Et ça, c'est un verre qui n'a pas coloré. Et qu'il faut rajouter, on va encore rajouter de la couleur. Et si les possibilités sont infinies, les demandes des clients sont parfois excentriques. Du rouge avec du bleu ou bon déjà le orange en lui-même, du orange avec du jaune, du orange avec du vert, des trucs comme ça. Il n'y a pas de limite. Bon, des fois quand on les voit la première fois, on se dit c'est un truc impossible et puis avec de la patience, on y arrive. Hein Rachel? Une fois la teinte réalisée, encore faut-il que le verre droit et le gauche soient identiques. Et c'est là tout le travail de Marie-Claude et de son œil expert. Car le process ici est artisanal. Chaque verre est manipulé, contrôlé plusieurs fois. Mais ce n'est pas le cas de tous les procédés de fabrication du verre. Après plusieurs années de déclin en 2010, grâce à son intégration dans le groupe Essilor, Mont-Royal investit plusieurs millions d'euros dans la haute technologie. Comme dans ses machines à ions qui déposent le traitement anti-reflet ou encore dans ses logiciels perfectionnés spécialement conçus pour Mont-Royal. C'est des process de fabrication extrêmement compliqués à maîtriser, qui sont sujets à des variations de tout un tas de paramètres qu'il faut pouvoir maîtriser dans le temps. C'est des process qui doivent être contrôlés à chaque étape de production et on oublie parfois que pour faire ces verres de lunettes que vous avez là, qui sont transparents, dont on ne parle pas assez et c'est bien dommage, il faut 34 étapes de production qui doivent être maîtrisées. Il faut 3 heures pour fabriquer un verre, depuis la réception du bon de commande à la livraison. Un temps que Mont-Royal, fort de ses 80 ans d'expérience, juge nécessaire pour assurer à ses clients un produit de qualité dont la fabrication est labellisée Origine France Garantie. On se rend à Toulouse maintenant pour un voyage au cœur de l'A400M. L'Airbus A400M, c'est un avion militaire à la fois de transport et de ravitaillement. Il est accessible au grand public depuis le 1er février sur le tarmac d'Alou-Skopia à Blagnac. Une occasion à l'intérieur pour les visiteurs de découvrir les différentes missions de cet avion militaire. Thibaut Hervivi pour Via Occitanie. C'est un avion qui est un prototype. Comme s'ils étaient en pleine mission, les visiteurs plongent dans un décor authentique, celui de l'A400M, un avion militaire de transport et de ravitaillement.
C'est un appareil qui est déjà très grand quand même. Quand on entre dedans, les visiteurs sont souvent assez impressionnés. Et puis c'est un avion aussi qui est très très polyvalent, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment un appareil qui peut faire non seulement charger des engins très lourds, comme par exemple des chars ou des hélicoptères, mais aussi donc s'occuper par exemple de missions humanitaires avec des équipes médicales à l'intérieur, ou pouvoir faire des vols très longs aussi. À l'intérieur, les curieux découvrent les différentes fonctionnalités de cet appareil d'essai à la soute gigantesque, capable d'abriter jusqu'à 2 hélicoptères et plus d'une centaine de soldats. Nous, ce qu'on trouve impressionnant déjà, c'est sa taille et le fait qu'il puisse embarquer autant de matériel. Du coup, pour des missions humanitaires, c'est quand même drôlement intéressant. Et quand on imagine qu'il y a 2 hélicoptères puissent rentrer à l'intérieur, là, c'est vrai qu'on est quand même assez bluffé. C'est vraiment impressionnant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui peut monter dedans. Il peut transporter 37 tonnes au maximum. Donc c'est vraiment le point fort de cet avion. Je pense que c'est un avion assez grand pour les avions militaires. Bon là on voit que les câbles, mais il a l'air assez fonctionnel. Câblage, aménagement, le MSN 01 de son nom raconte sa vie. Lui, le premier A400M d'essai réalisé par Airbus a fait son temps. Depuis son premier décollage à Séville en Espagne, c'était en 2009 déjà. C'est un avion d'essai donc, qui a fait tout son travail d'heures de vol, et on découvre d'ailleurs à l'intérieur de l'avion des vidéos qui présentent donc les missions militaires. Pour visiter l'A400M, rendez-vous sur le tarmac d'Aéroscopia à Blagnac, l'occasion d'admirer un avion actuellement utilisé par l'armée de l'air française. Et c'est une première dans l'Aube, une femme commandant chez les sapeurs-pompiers professionnels. À 38 ans, Céline Guibert a été promue en janvier dernier. À côté de ses missions d'encadrement et de son rôle au sein du service départemental d'incendie et de secours, elle milite aussi pour qu'il y ait davantage de femmes dans ce métier. Une féminisation possible et souhaitable selon elle, et meilleure nouvelle selon ses collègues masculins. Flavien Léger pour Canal 32. Bonjour. Je vais juste vous donner ça. Céline Guilbert est commandant de sapeurs-pompiers. C'est la première femme à occuper cette fonction dans l'Aube. Arrivée au service départemental d'incendie et de secours en avril 2017, elle a été nommée en janvier dernier. Elle coordonne 3 services différents et dirige une quinzaine de personnes. Je suis amenée à échanger avec mes collaborateurs sur différents dossiers et faire en sorte d'amener de la transversalité pour que tout le monde puisse se parler et puis trouver des solutions communes qui soient complètement complémentaires. Mais en même temps, j'ai aussi ma fonction de sapeur-pompier propre, puisque j'ai des astreintes et que parfois l'activité opérationnelle fait que on est amené à être sollicité aussi dans le cadre de la coordination des activités, des interventions tout simplement. Donc je traverse quelque part la cour et je vais au CTA Codis parfois pour aussi être amenée à gérer ces interventions. Cette maman de 38 ans a commencé en tant que pompier volontaire en Bretagne jusqu'à sa mutation à Troyes. Tout au long de sa carrière, elle s'est engagée pour la place des femmes dans son métier et elle en fait l'un de ses objectifs ici également. En fait, l'activité de sapeur-pompier, elle a souvent été un petit peu considérée comme une activité difficile à acquérir. Parce que des fois, le pompier est un peu vu comme un super-héros. Et moi, voilà, je pense que c'est important de ne pas s'auto-censurer et de se dire que c'est tout à fait accessible. On fait 80% de secours à personne, c'est du travail d'équipe, donc on est tous complémentaires et on a besoin d'avoir des profils complètement diversifiés, aussi bien des femmes que des hommes. Comme nous ne sommes pas nombreuses dans la profession, c'est pas pour moi une nouveauté. Maintenant, c'est vrai qu'il me tient à cœur de montrer l'exemple. Pour ses collègues, c'est aussi un symbole important et sa nomination fait avancer la féminisation du métier. Le fait que ce soit une femme nous permet d'apporter une sensibilité particulière au sein d'une équipe qui est généralement masculine, mais ça va de biais avec une volonté aussi de féminiser la profession, tant dans le volontariat que chez les sapeurs-pompiers professionnels. Alors nous avions déjà parmi nos officiers un sapeur-pompier féminin, et effectivement c'est un deuxième, donc je pense qu'on a fait un grand pas encore une fois vers cette féminisation. Dans l'Aube, seulement 12% des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels sont des femmes. Voilà, on va poursuivre cette revue de l'actualité ce matin avec les unes de la presse quotidienne régionale et puis le club de la presse ensuite. Et à 8h, notre invité politique, c'est Florian Philippot, le président des Patriotes, son mouvement politique et député européen qui sera l'invité de Territoire d'Info. Tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant.
Beaucoup de une ce matin dans la presse quotidienne régionale sur la réforme à venir de la SNCF. On commence par Ouest France, dont les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc. Un rapport choc pour changer la SNCF à la une du plus grand quotidien français. Pour Sud-Ouest, c'est la SNCF également. Un rapport explosif. Le rapport Spinetta envisage une réforme en profondeur, incluant la fin du statut de cheminot et des fermetures de lignes. L'exécutif veut agir vite. C'est une rédaction dirigée par Jean-Pierre Dorian. Et puis une interview exclusive de Darmanin qui répond à la calomnie dans Sud-Ouest. Pour le Télégramme, toujours la SNCF, douche froide sur l'Ouest. Pour le journal dont le directeur de l'information est Hubert Coudurier, c'est surtout l'arrêt de la construction de nouvelles LGV qui a fait l'effet d'une nouvelle douche froide en Bretagne, bien sûr. Pour Nord Littoral, toujours la SNCF, des retards dès le guichet. La suppression de postes annoncés en gare de Calais pourrait augmenter le temps d'attente au guichet. Pour l'Ardennais, le TGV ardennais menacé de disparition avec la fermeture de la desserte TGV ardennaise qui revient dans les débats à l'occasion de la remise du rapport Spinetta au Premier ministre. Pour la Nouvelle République, le rapport qui fait hurler les cheminots. Et puis pour la presse de la Manche, c'est plaidoyer pour le tribunal à Cherbourg. Hier en centre-ville, les avocats du barreau étaient mobilisés dans la rue pour protester contre la réforme de la carte judiciaire qui menace le tribunal de Cherbourg et pour une justice de proximité. On a vu un sujet il y a un instant dans le JT des territoires. Pour le Républicain Lorrain, un des journaux du groupe Ebra, c'est Lutange, épidémie de teigne à l'école. 15 enfants sur 24 que compte l'école maternelle de Lutange en Moselle-Nord seraient atteintes par la teigne. Face à cette épidémie, les parents s'insurgent. Aucune mesure n'a été prise pour enrayer cette maladie très contagieuse, évidemment. Ça fait la une du Républicain Lorrain. Pour le Maine Libre, à 80 ou à 90 km/h, le verdict du chrono. Ces deux journalistes du Maine Libre qui ont fait en voiture le parcours entre Saint-Calais et Le Mans, l'un à 80, l'autre à 90, et ils racontent leur expérience dans le Maine Libre. Puis La Voix du Nord consacre sa photo et sa une à Gérald Darmanin, une grande photo, Gérald Darmanin dans la tourmente. Gérald Darmanin visé par deux enquêtes. C'est dans une de La Voix du Nord, dont les rédactions sont dirigées par Pierre Mauchamp. Voilà, vous pouvez retrouver ces articles, bien sûr, si vous n'appartenez pas aux zones où diffusent ces quotidiens régionaux, et bien sur les sites internet qui sont fort bien faits de la PQR. Voilà, Club de la Presse ce matin, j'accueille Luc Laventure d'Outre-mer 360. Bonjour Luc, c'est une télévision et un site internet consacré à l'Outre-mer. Et Guillaume Doyen, bonjour. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Avec vous, Luc Laventure, comme souvent le vendredi, on va parler de l'outre-mer, avec la loi cette semaine encadrant le référendum de Nouvelle-Calédonie, et un cyclone qui se dirige depuis cette nuit sur cette même île. On va en parler dans un instant. Et avec vous, Guillaume Doyen, on reviendra sur un sujet sensible qui fait l'objet d'un article dans votre journal. Ce sont les problématiques dont souffrent aujourd'hui les policiers municipaux. Il faut les soutenir, ces policiers, psychologiquement. On y reviendra dans un instant avec la Gazette des communes. Luc Laventure, ce cyclone d'abord, Nouvelle-Calédonie, il se dirige droit vers l'île. Il est de catégorie 3, je crois. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, d'autant qu'il a fait quand même pas mal de dégâts la semaine dernière sur les îles Tonga et également à Wallis et Futuna. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais beaucoup de dégâts. Et puis, une mer très, très agitée, des creux de 4-5 mètres. En ce moment, on vient d'avoir à Outre-mer 360 la météo là-bas, puisqu'il est en ce moment 17-18 heures à Nouméa. Il y a de fortes pluies. On pense qu'il sera dans le sud du Caillou, comme on appelle la Nouvelle-Calédonie, et surtout sur l'île des Pins. Donc on attend quand même. C'est un haut lieu touristique, il faut le rappeler. C'est le moins qu'on puisse dire, avec ces fameux pins colonels, voilà. On parle de l'outre-mer cette semaine, de la Nouvelle-Calédonie, avec cette loi encadrant le référendum de Nouvelle-Calédonie. On en a déjà parlé sur ce plateau cette semaine. Oui, on va en parler. Une loi très importante. On va en parler jusqu'au mois de novembre, puisque toute l'attention est concentrée sur ce fameux référendum sur l'avenir constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et le point de loi organique, bien sûr. Voilà, ce qu'on appelle la loi organique. Et forte tension sur ce qu'on appelle le corps électoral. Et effectivement, les deux camps, indépendantistes et non indépendantistes, sont vigilants sur la composition de ce corps électoral. Et le Premier ministre Édouard Philippe a dû intervenir personnellement lors d'une réunion le 2 novembre dernier, donc il y a 3 mois et demi, et on est arrivé à un accord à Matignon sur la composition de ce corps électoral pour cette consultation.
Au Sénat, ça s'est passé très très bien cette semaine, puisqu'en moins de 2 heures, les sénateurs se sont mis d'accord pour voter sur un texte qui sera voté solennellement mardi prochain. Et le 14 et le 15 mars, c'est au tour de l'Assemblée nationale de sanctifier, si je puis dire, cet accord général. Qu'est-ce que vous entendez, alors, via votre télévision, votre site internet, Outre-mer 360, de l'état d'esprit là-bas, des habitants de Nouvelle-Calédonie, à propos de ce référendum? Quelle est la tendance? Crispation. Crispation parce que ça fait quand même 30 ans, depuis les accords de Nouméa et des accords Matignon, ça fait quasiment 30 ans que tout le monde attend ce fameux déclenchement pour savoir si effectivement, ou plutôt de quelle façon, la Nouvelle-Calédonie peut rester dans l'ensemble français. Avec des points de crispation qui vont jusqu'au point de vue sur le plan de la sémantique. Faut-il parler de peuple kanak? Faut-il parler de peuple calédonien? Etc., etc. Il y a eu de vives tensions à l'Assemblée et au Sénat cette semaine. Donc, forte tension, mais je crois que tout le monde est d'accord pour ne pas mettre le feu aux poudres et qu'effectivement, on fasse très, très attention, jusque y compris sur les mots à employer, de façon à ce qu'effectivement, cette consultation se tienne de façon pérenne. Il faut dire qu'une dizaine de juges ont été nommés pour pouvoir suivre effectivement ce qu'on appelle en termes pompeux la sincérité du scrutin. On voit le Premier ministre derrière vous sur ces images qui est en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi les premiers ministres successifs se saisissent-ils de ce problème? On a l'impression qu'ils préemptent ce problème, les premiers ministres. Oui, parce que c'est une façon, moi je pense. C'était le cas de Michel Rocard, bien sûr. On se rappelle des accords de Matignon. Ça a été le cas aussi de Manuel Valls plus récemment. Et c'est le cas d'Édouard Philippe. Et même Manuel Valls qui revient, puisqu'il sera président de la commission qui va s'occuper effectivement de cette transition. D'abord, je pense que c'est une façon d'entrer dans l'histoire. Et puis ce n'est pas tous les jours, effectivement, qu'un territoire français se pose la question de savoir de son avenir à l'intérieur de l'ensemble national. Luc Laventure, donc la Nouvelle-Calédonie, vous reviendrez régulièrement nous tenir au courant, puisque évidemment ces discussions vont durer plusieurs semaines, voire mois, vous disiez. Jusqu'au mois de novembre. Guillaume Doyen, nous allons nous intéresser à un sujet sensible qui fait l'objet d'un article dans la Gazette des Communes. Ce sont les problématiques dont on parlait peu d'ailleurs auparavant et qui malheureusement doivent être traitées aujourd'hui. Comment mieux soutenir les policiers, alors, notamment municipaux, agressés? Le quotidien des policiers municipaux est souvent taché de violence et leur accompagnement par les communes peine parfois à se mettre en place. Vous dites. Oui, ça s'inscrit dans un contexte plus vaste de recrutement et d'engagement plus fort des polices municipales, souhaité d'ailleurs par le gouvernement, qui leur a offert des armes. Il y avait peut-être 5000 policiers municipaux il y a 25 ans, on en a maintenant pas loin de 25 000. Donc ils sont plus nombreux, ils ont des missions de plus en plus élargies, si vous voulez. Ce sont des acteurs pleins et entiers de la sécurité publique, contrairement à ce qu'ils pouvaient être avant, où ils ne s'occupaient strictement que de proximité, de verbalisation, etc. Donc ils sont en danger dans un certain nombre de cas. Par conséquent, peuvent être agressés, insultés, ou même parfois, on l'a vu, purement et simplement tués. Alors, en plus, il n'y a pas de ville standard là-dessus. J'ai regardé, j'ai vu que Bordeaux, par exemple, n'était pas très bien classé dans l'assistance psychologique aux policiers municipaux. En revanche, Mulhouse a l'air de proposer des solutions. Comment vous expliquez ça? C'est la particularité du monde de la territoriale. Chaque ville est un employeur et il n'est pas totalement libre, évidemment, d'appliquer ses propres critères, mais il est libre de mettre en place les dispositifs qu'il souhaite mettre. Et ceux-là ne sont pas fixés par la loi. Donc, vous avez vu que certains, en effet, proposent des assistances psychologiques, des débriefings après chaque incident, que d'autres en sont encore très loin, que d'autres vont jusqu'à pousser l'aide à prendre en charge le déménagement complet du fonctionnaire et de sa famille quand il se sent en danger sur son lieu de travail. Donc vous voyez qu'il faut l'aider financièrement, notamment en lui avançant les frais juridiques. Alors ça, c'est le devoir de tout employeur public, que de soutenir son agent quand il a été mis en cause dans son service, quoi. Alors, l'outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique, ils le sont, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende s'il est commis par un auteur unique et de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende s'il est commis par plusieurs auteurs. Est-ce qu'on demande à mettre plus de sanctions par rapport à ça? Déjà, est-ce qu'il y a des demandes de ce type? Alors, c'est des demandes récurrentes des fonctionnaires de police. Ça, c'est pas propre aux municipaux. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on prenne plus en compte la montée de la dangerosité de leur job, liée effectivement
à leur mission, qui sont de plus en plus renforcées sur le domaine strict de la répression de la délinquance, quoi. Le policier qui ne faisait que de la verbalisation ou autre chose. Maintenant, vous allez à Nice, vous allez à Lyon, vous allez à Marseille, ce sont des équipes de 300-400 hommes qui suppléent littéralement la police nationale, qui interviennent en même temps qu'elle. Oui, ils sont bien formés. Oui, ils sont véritablement formés, recrutés sur concours, et il y a un espace de formation assez long, et en plus de la formation continue. De ce côté-là, des efforts réels ont été faits. Quid des dom-tom d'ailleurs sur ce sujet? C'est le même schéma. On peut saluer effectivement cette police qui devient une sorte de police tampon et presque une police de proximité, parce qu'effectivement ils n'ont pas la lourdeur des policiers nationaux, et effectivement ils ont un contact très 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 intéressant avec l'ensemble du public. Est-ce que ça suscite des vocations, j'allais vous dire, ce type de métier? Parce que vous en évoquez la dangerosité, les missions là, que vous décrivez dans l'article, elles sont quand même multiples. Hein. Elles vont d'une assistance psychologique presque à des interventions ultra-violentes, hein, obligées de l'être en tout cas. Est-ce qu'il y a une appétence pour ces métiers? Oui, ça recrute bien, beaucoup, et plutôt bien. Cela dit, les besoins de recrutement sont tels qu'il est parfois difficile d'y pourvoir complètement, si vous voulez. Comment on fait concrètement pour devenir policier municipal? Vous passez un concours, hein, et puis vous êtes sur une liste d'aptitudes, et après, conformément à ce qui se passe dans la fonction publique territoriale, vous allez chercher vous-même votre employeur, qui est en général une commune, quoi. Et quand vous voyez qu'une autre commune propose de meilleures conditions de travail, plus de moyens, vous pouvez vous en changer. Il y a un mercato des fonctionnaires territoriaux, vous savez, et sur les métiers un peu sous tension comme celui-là, qui recrutent énormément, il y a un mercato assez important. Et c'est curieux ce que vous dites, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une connaissance du terrain assez précise pour être policier municipal, d'être, j'allais dire, entre guillemets, du cru. C'est plus simple? C'est plus simple, mais vous l'acquérez aussi en travaillant sur le terrain. Vous restez quand même en poste quelques années. Mais la rotation ça dépend des endroits pour la rotation. Ça ne va pas être la même en Ile-de-France, évidemment, qu'en province. C'est jamais la même chose. Merci Guillaume Doyen. En tout cas, c'est très intéressant, hein, le soutien psychologique que les communes doivent apporter aux policiers municipaux aujourd'hui dans la Gazette des communes, des départements et des régions. Et puis des nouvelles du temps du cyclone, hein, de catégorie 3 sur la Nouvelle-Calédonie, sur le site d'Outre-mer 360 que dirige Luc Laventure. Voilà. On va regarder justement la météo Luc Laventure, celle qui se passe aussi dans les départements français d'Outre-mer. Et évidemment la météo de ce week-end pour nous. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.